La direction générale, je refuse de croire qu'un mec qui a la direction générale, il ait jamais envie de traiter une opportunité ou un truc, qui va résoudre des problèmes pour les gens. Sinon, il est pas directeur général ou directrice générale, j'y crois pas trop, en fait. Mais si la valeur, elle est perçue et qu'il a l'impression que c'est structuré, qu'il y a un plan et qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de l'énergie qui se mobilise autour, en général, c'est le premier des sponsors, quoi. C'est vrai que le premier obstacle, c'est le DSI lui-même, c'est qu'il faut qu'il se dise à un moment: «OK, c'est quoi mon rôle? Comment je prends mon rôle?» Et plutôt que de gérer du conflit avec, le directeur marketing du reporting avec le directeur général, je vais plutôt aller essayer de faire exister un projet sympa sur lequel tout le monde se retrouve, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de Airsas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer les DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code avec le choix IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec Airsas, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, Airsas se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Maxime Dupré. Bonjour Maxime. Bonjour Bertrand. Alors Maxime est le DSI de l'entreprise Chem1 qui est dans la chimie, on va en parler juste à l'instant. Est-ce que Maxime, tu peux nous résumer un petit peu ce que fait ton entreprise et ton parcours dans celle-ci? Alors Chemours, c'est une entreprise de chimie, de chlorochimie pour être précis, donc la chimie du chlore. On a une diversité de produits qu'on fabrique, mais qui sont plutôt des commodités, hein, donc des produits, qui servent ensuite à être transformés par d'autres industries. Ça peut être, alors le principal produit, c'est la poudre de PVC, hein, qui va être ensuite transformée dans plein d'applications, parce que le PVC est un plastique très largement utilisé. Mais on a aussi d'autres sous-produits. On a la soude notamment, qui est un produit important pour nous. Et puis après des produits un petit peu plus marginaux, comme, de l'acide chlorhydrique, de l'eau de javel, des chlorométhanes, enfin tout un tas de produits qui rentrent ensuite dans la composition de plein d'autres produits. Ok, donc aujourd'hui, Chem1, c'est un des leaders sur son marché ou le leader. Mmh. Et toi, ça fait 1 an et 5 mois sur LinkedIn, je vois que tu y es. Donc, du coup, j'imagine que tu as pu faire un peu un diagnostic, etc. C'est quoi les enjeux aujourd'hui du DSI de Chem1? Et bah, c'est assez intéressant en fait, parce que c'est vrai que dans mon parcours, en plus, j'ai eu une évolution. Je remonte, c'est un peu comme les saumons qui remontent le courant. Je suis de plus en plus en amont en fait dans la chaîne de valeur. Et c'est vrai que K1, on est très, très en amont parce que, ce qu'on fait, il y a une partie de l'activité où on extrait nous-mêmes la matière première de la terre, hein. On extrait le sel de la terre notamment qui nous sert à être transformé derrière. Donc, on peut difficilement faire plus en amont que ça. Et donc, du coup, pour le DSI derrière, les enjeux, c'est souvent des choses un petit peu différentes. Quand on va être, du côté, B2C ou B2B2C, on va dire assez proche du client final utilisateur, on a souvent des enjeux en fait, de delivery, de réactivité. On a un temps qui est très, très court. Alors que quand on est, comme nous, sur, de l'extraction, et de la transformation, on va dire, de produits de première nécessité, on est plutôt sur la vision du temps long, sur des grosses infrastructures, sur des choses où on se projette un petit peu longtemps à l'avance et donc avec une vision, ouais, probablement un peu plus à grande perspective que dans d'autres situations, quoi. Ok, et aujourd'hui, c'est combien de salariés, Chem1? K1, c'est 1 350 salariés à peu près et c'est un chiffre d'affaires qui va être un petit peu en dessous du milliard d'euros. Ok, et toi, tu es DSI sur la partie France, monde. C'est le groupe, donc Ok, dans son groupe. ensemble, mais qui est un groupe, plutôt, enfin, vu du monde, il est régional, hein, parce qu'on est sur, une grande zone, on va dire, Europe du Sud, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, en tant que. Parce que j'ai vu que tu avais été DSI du groupe de l'Olympique Lyonnais.
Et comment on passe de l'Olympique Lyonnais à la chimie? C'est Alors, parce que en général, les DSI peuvent être monosecteurs. Là, on peut considérer que tu as eu deux oui, là, carrières. j'ai changé. Je suis passé aussi par la restauration collective et puis plus récemment, j'étais dans une entreprise où les fournitures de plomberie. Donc, effectivement, oui, c'est pas, c'est assez diversifié. En fait, je pense que c'est la richesse justement du poste hein, de DSI. Un DSI, c'est quelqu'un qui est capable, qui a une fonction qui est très transverse, parce que finalement, de l'IT ou de l'IS, c'est les choses qu'on fait dans différents secteurs. Et Mhm. nous, ce qui est un peu rigolo, justement, c'est d'être capable, avec notre métier, de servir d'autres métiers qui, eux, sont très différents. C'est ça aussi qui fait la richesse. Et donc, je dirais que pour passer de l'Olympique Lyonnais à Kemoine, d'abord, il y a des étapes. Hein. Je ne suis pas passé comme ça de l'un à l'autre immédiatement. Mais il y a surtout l'idée à un moment qu'on se dit OK, je suis resté pendant 9 ans à l'Olympique Lyonnais, j'ai vu énormément de choses, c'est hyper enrichissant. Mais il y a une vision notamment du temps qui est très court, quoi, l'horizon est souvent le prochain match. Et ça ne permet pas de se projeter. Et un DSI, c'est souvent un poste de quelqu'un qui aime bien se projeter, qui aime bien voir aussi un petit peu long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses plus courtes. Et je pense que c'est aussi ce que je peux peut-être essayer d'amener chez Kemoine, c'est d'avoir justement des grands projets, des projets qui sont à visibilité long terme, mais aussi peut-être des choses avec un peu plus du quick win, des petites agilités, des petites souplesses qu'on va trouver justement un peu plus, par exemple à l'Olympique Lyonnais, avec de la réactivité qu'on construit au fur et à mesure des années, parce on fonctionne comme ça. Et peut-être pouvoir l'amener ça dans l'industrie un peu plus lourde et un peu plus processée, avec des idées de petites choses qu'on peut faire pour améliorer le quotidien et qui viennent compléter ces grands projets. OK. Et donc, du coup, la connaissance sectorielle pour passer d'un poste à l'autre, tu dirais elle t'a manqué les 6 premiers mois, vraiment. Je sais pas, comment tu te remets à niveau Ouais. là-dessus? Est-ce que c'est C'est toujours le cas? Est-ce que tu as une typologie du coup d'organisation avec toi autour de ta DSI qui change? Voilà, comment tu t'y prends? Alors, là, le process, il est classique. Hein. Moi, quand j'arrive dans un poste, alors maintenant, c'est vrai que j'ai changé en plus ces derniers temps plusieurs fois. Je suis resté assez longtemps à Noël et après, j'ai fait des postes un peu plus courts, plutôt 3 ans en général. Maintenant, c'est vrai que ça fait le quatrième poste que je prends finalement en moins de 10 ans. Donc, je commence à avoir un peu processé le truc, effectivement. Ça part d'un diagnostic, en fait. Hein, c'est-à-dire que j'arrive, je vais rencontrer les équipes et je vais essayer d'aller sur le terrain le plus possible, tout de suite, aller voir les sites, là où se passe le métier, pour comprendre ce qui se passe, les visiter, savoir comment les gens fonctionnent, comment ils parlent, comment ils se projettent, leurs attentes, leurs craintes, leurs problèmes. Enfin, voilà, vraiment avoir une vision très, très large. En général, au début, ça part avec des notes. C'est très, très, très brouillon dans un premier temps. Et puis ensuite, à un moment, je vois des tendances qui émergent de ces discussions, de ces échanges que je peux avoir avec les uns et les autres. Et à ce moment-là, on commence à dégager les contours d'une roadmap, quoi. C'est de se dire, OK, je vois qu'il y a des enjeux autour de ci, de ça, et je vais pouvoir assez rapidement bâtir une roadmap qui va avoir 3, 4, 5, 6 piliers en fonction des grandes directions qu'on va vouloir investiguer. Et ça, on va dire, tout le process pour avoir une roadmap qui tienne à peu près la route, c'est 6 mois, quoi, à peu près. Sachant OK. que c'est un peu plus simple quand effectivement on est en interne. Souvent, quand c'est les boîtes externes qui font ça, elles passent elles-mêmes d'une boîte à l'autre, c'est un peu plus difficile. Quand on est DSI, qu'on prend le poste, on est dans la boîte, on n'a pas une autre boîte à côté, donc on peut vraiment se projeter. Et oui, en 6 mois, on peut avoir commencé à faire un premier diagnostic. Alors, il faut garder un petit peu d'humilité. On peut se dire que le premier diagnostic, souvent, il n'est pas très bon. Enfin, il faut accepter de l'amender un peu. Et je dirais que si on rajoute encore 6 mois, on commence à voir à peu près clairement les choses et, OK. et avoir moins de surprises par la suite, quoi. Donc, en dehors vraiment de l'audit SI en soi, parce que celui-là, il peut aller des fois un peu plus rapidement, c'est le côté, ça met au moins 6 mois pour avoir une vraie connaissance métier qui permet déjà de bien appréhender les choses. Ouais, c'est ça, et d'autant plus que, il y a des métiers c'est toujours pareil dans les entreprises, il y a des métiers qui causent plus fort que les autres, en fait. Et donc, dans une première approche en diagnostic, on va avoir des métiers qui causent très fort, qui passent un petit peu devant les autres. Probablement, ils ont un problème, sinon ils ne causeraient pas si fort. Mais potentiellement, ça peut éluder d'autres problèmes ou d'autres opportunités, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, mais aussi des opportunités. Et c'est surtout celles-ci, les opportunités qu'on rate, en fait. On va se concentrer sur les problèmes et on rate l'opportunité. Et pour avoir une bonne roadmap, si on n'est que sur des problèmes, on va avoir un problème à marketer la roadmap en interne, parce qu'en fait, on va parler que de problèmes. Alors que si on a un peu Alors, il faut parler des problèmes, parce que si on les aborde pas, on a aussi un problème. Mais par contre, si on ne met pas quelques opportunités dedans, eh ben, c'est un peu plus dur. Et souvent, il y a des métiers un peu plus discrets qui ont plein d'opportunités, mais qui se disent, bon,
Il y a tellement de gros problèmes ailleurs. Et bon, moi, je vais quand même pas trop embêter tout le monde. Et on les entend moins. Donc, cela, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de temps, le temps d'avoir justement les bonnes oreilles aux bons endroits pour pouvoir vraiment capter ces opportunités et compléter la roadmap avec des trucs un peu plus sexy. Ok, super intéressant. Et vu qu'on parle voilà, de différences, on va dire, sectorielles, etc., sur ce que tu as appris dans tes précédentes expériences, alors notamment voilà, le groupe Olympique de Lyonnais qui est vraiment un secteur complètement différent, c'est quoi les deux, trois points, anecdotes ou, je sais pas, mon apprentissage que tu as eu avec ce groupe qui t'ont permis vraiment d'apporter une valeur complémentaire à ton entreprise actuelle? Alors, tu as parlé de savoir aussi voir les choses un peu moins long terme, mais aussi à court terme, et pour pouvoir aussi mettre du rythme. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, oui, je pense qu'il y a aussi on va dire, la proximité au client final. Quand on est à l'OL, elle a plein d'impacts, mais des fois des trucs complètement fous, en fait, finalement. Donc, quand tu réfléchis un petit peu, après, derrière, tu prends du recul, mais quand on est dedans, on en prend beaucoup moins. À l'OL, par exemple, quand on avait fait le contrôle d'accès au stade de Gerland à l'époque, puisque c'était l'ancien stade, hein, avant le Groupama Stadium actuel. On avait équipé en contrôle d'accès, puisqu'on était à une époque où on badgeait encore les abonnements des, euh, des fans de foot, des supporters, on les badgeait en fait, enfin on les pointait avec une poinçonneuse type la poinçonneuse et le poinçonneur des lilas, quoi, hein. Et donc on avait décidé en 2006-2007 là, de l'informatiser, d'avoir un vrai contrôle d'accès. Et ben, le contrôle d'accès, quand on l'a monté, les diodes qui indiquaient au stadier si l'abonnement était valide ou pas, elles étaient vertes et rouges. Verte pour bon et rouge pour pas bon, hein, pour simplifier. Bah, vert, l'olympique lyonnais, ça passe pas. Il a fallu remplacer la diode verte par une diode bleue. Alors, donc, on a remplacé sur les 65 points de contrôle autour du stade la diode bleue. Donc, on a pris le truc qui était standard, on a fait l'électronique et j'ai un mec qui a soudé des LED Allez, les bleus sur la verts! carte, voilà, pour ne pas avoir des LED vertes. Et alors là, il s'est passé un truc, la physique nous a rattrapés parce qu'en fait, la fréquence en fait, des LED bleus, elle est plus élevée que les LED vertes. D'accord? Et donc, comme elle est plus élevée et que l'énergie est proportionnelle à la fréquence, bah, ça consommait plus. Donc, la carte alimentation du truc était plus suffisante. Donc, il a fallu changer ensuite toutes les cartes alim en fait du contrôle d'accès. Ben ça, c'est des trucs qui n'arrivent que à l'Olympique Lyonnais, voilà, par exemple. C'est des choses Ok. qui sont liées et sur lesquelles, moi j'en rigole maintenant, mais sur le coup, on n'en rigole pas trop. Et c'est vrai que quand on est sur un métier un peu plus industriel, qui prévoit à l'avance, qui se projette, on, on va avoir des choses qui sont des enjeux qui sont très différents. On est sur des choses plus fondamentales en général. Moins proches, on va dire, de la com et du marketing qu'on va vouloir pousser auprès de supporters qui sont des clients et des utilisateurs finaux des solutions qu'on construit. Et je Ok, dirais, donc le fait d'être aussi proche du client parce qu'un B2C donne certains réflexes ou c'est une, ça. une vraie volonté de comprendre les Oui, enjeux du client final, alors que dans l'industrie, on peut être un peu loin, c'est ça? un peu plus loin, oui. Et à l'inverse, on s'interdit des projets aussi hein, dans des contextes comme ça, dans des contextes B2C. Des choses qui sont à portée trop longue, c'est pas possible en fait. Parce que l'horizon de temps est trop court, hein, c'est encore une fois lié au temps. Et du coup, des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, qui sont longues, elles sont difficiles à faire exercer, à faire appliquer, à faire démarrer dans une structure, dans une entreprise, hein, parce qu'un club, c'est une entreprise, qui n'est pas habituée à gérer des durées comme ça, en fait. Donc, du coup, il y a aussi des opportunités, des fois, qui sont un peu bouchées. Alors que dans des métiers voilà, comme la chimie, c'est un métier très, très différent. C'est un métier de procédé, c'est un métier continu. Donc, ça tourne en continu, il n'y a jamais d'arrêt. On est sur quelque chose qu'on va vouloir le plus lisse possible, avec le moins d'à-coups possible. Et le travail du DSI, il est très différent. Il est d'en faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, que ça soit lisse, fluide, et que quel que soit ce qu'on va venir amener, qu'on soit ceinture et bretelles pour avoir un procédé qui va être le plus fiable possible. La fiabilité est un enjeu majeur, fiabilité, sécurité, qui sont des enjeux très, très, très différents de ce qu'on peut voir dans des business un peu plus, ouais, un peu plus court terme, quoi. Ok. Et sur la capacité, donc du coup, ça s'arrête jamais, c'est plus long terme. Culturellement parlant, est-ce que est-ce que c'est en cours d'infusion? Est-ce que tu vois une dynamique là-dessus sur la capacité de tester des choses rapidement, de pas être que dans un temps long, mais aussi d'être plus réactif ou Ouais, ouais. ça a encore un peu de Ouais, temps? ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a des souffrances, mine de rien, avec ces choses-là. Les gens le comprennent et ils l'acceptent. Donc, souvent, c'est des souffrances qui sont de très longue date, de choses qui sont exprimées mais pas traitées, parce qu'il n'y a pas eu le temps et parce que si ça avait dû être fait, il aurait fallu faire un gros projet tout de suite, faire un truc un peu avec une grosse artillerie.
Et là, des fois, il met des choses. Il faut vraiment être hyper humble. Là, on a sur un de nos sites, on a un truc qui s'appelle la roulette des postés. Alors, c'est quoi donc ce truc-là? Les postés, c'est les gens qui travaillent chez nous en poste, hein, donc en 3-8, etc., donc qui tournent, voire 5-8 chez nous, et qui donc, travaillent à l'année pour piloter les installations et intervenir sur les installations. Et ils ont une roulette, c'est quoi? Justement, c'est le planning. C'est comment ils tournent avec des fois des doubles postes, des remplacements, les malades, enfin toute la gestion hyper compliquée de ce truc-là. Et là, en fait, il y a des tas de gens qui ont essayé d'étudier le truc en disant est-ce qu'il y a un logiciel sur le marché qui permettrait Et en fait, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Il y a pas, ça n'existe pas. Et là, on reprend le projet actuellement. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, il y a une grosse attente et des gens qui sont prêts à vraiment bouger là-dessus pour essayer de faire un truc tout con sous Excel, en fait. De dire, OK, et ça ne marche pas, eh ben, accepte de faire une solution low-tech. On va bricoler un petit truc sur Excel parce que c'est hyper fluide, c'est hyper agile. On va essayer de faire en sorte que le temps passé sur le reporting d'activité il soit beaucoup plus simple parce qu'on va structurer le Excel avec une vision d'informaticien qui va structurer quand même les trucs avec quelques données un petit peu, peut-être bétonner un petit peu le classeur. Et derrière, on va avoir finalement résolu un problème de longue date, mais pas avec une énergie de fou, en fait, hein, sur un petit projet. Et là, il y a vraiment Et, des attentes. et là, du coup, ça fait du bien et du coup, les personnes se projettent. Et Ouais, donc, ouais, du clairement. coup, est-ce que du coup, tu vois une augmentation significative du nombre de projets qui sont sous des seuils de moins de 15 jours, de moins Ouais, de ouais, 20 ouais. jours? On en a pas mal. Des fois, c'est un peu compliqué d'ailleurs à piloter parce que les équipes aussi sont moins habituées hein, finalement à ça. On en a un autre, par exemple, actuellement sur la mobilité métier. On a un ERP que je ne citerai pas, que tout le monde connaît. Donc, pas très original. C'est pas quelque chose dont l'ergonomie est tout à fait spectaculaire. En général, les ERP, c'est le cas. Et on essaye de lui amener de la mobilité. Donc, on va brancher un système tiers, qui est un petit système de formulaire qui fonctionne en mobilité puis en mode déconnecté. On va le brancher à l'ERP. Donc, ce n'est pas un très gros projet, en fait, hein. On réplique une transaction de l'ERP en format mobile Bien sûr. pour faire des avis de panne. Donc, un truc qui est entendu sur le terrain, quoi, hein. C'est je fais la tournée de l'usine et je déclare un équipement qui est en panne. C'est vraiment tout bête, hein, mais on en a besoin pour piloter notre processus. Ça va se rajouter. Et puis à côté de ça, je vais encore avoir un autre petit projet pour améliorer un processus de prévision des affectations de quotas de production, enfin plein de petites choses comme ça. Et quand on les cumule toutes, évidemment, l'équipe dit ah, mais quand est-ce que j'ai le temps pour les gros projets? Quand est-ce qu'on fait les gros Ouais. trucs? Parce que l'importance de ces petits projets, elle est perçue comme inférieure à celui du gros projet. Et ça, c'est un peu le sentiment contre lequel il faut lutter. C'est de dire, bah oui, ton projet, il est petit, mais là, tu es vraiment en train de résoudre un problème qui est épineux, quoi, qui va vraiment. Et c'est vrai qu'il peut être low-tech quand on fait du Excel, on ne fait pas de la grande tech, quoi. Mais c'est pas grave, en fait, on est là pour ça. Nous, on est là pour servir. Et si à un moment, alors quand on fait de la mobilité, c'est un peu plus sympa, mais quand on fait du Excel, ça fait partie du job. Et en fait, on va résoudre le truc et les gens seront contents. Et finalement, le bénéfice qu'on va en retirer, le bonheur qu'on va en retirer, c'est qu'on aura rendu les gens en face hyper contents de l'intervention qu'on a faite. On l'a eu fait aussi pour des choses toutes cons. Un petit portail web de gestion de contenu pour gérer les consignes de prod. Avoir un truc avec les procédures, quoi, en fait, hein, puis tous les documents de référence facilement accessibles avec des photos pour que ça soit hyper clair, hyper carré pour les équipes de production. Ça, c'est pareil, c'est pas un très gros projet. Là, on arrive à rendre les gens très, 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 très contents alors qu'on a un investissement qui est assez faible, en fait. Donc, c'est juste dans le management, en fait, d'arriver à remonter un peu le niveau de priorité de ces petits projets et puis de dire qu'il y a quand même le temps pour faire les gros et que les 20% qu'on va prendre pour faire des petits, ils vont pas faire tomber par terre le planning des gros projets, quoi. Et du coup, tu avais cette problématique-là aussi au groupe Lyonnais ou pas? Ouais, ouais, on l'avait aussi. Après, à l'OL, l'entreprise était plus petite. Donc, il y avait une possibilité qui était un peu plus simple, c'était d'aller faire la tournée des popotes, ce que je faisais régulièrement. J'essaie de le faire aussi ici, mais il y a plus d'inertie, c'est plus long, parce que l'entreprise est plus grosse en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'OL, à l'époque où j'y étais, maintenant c'est devenu plus gros, mais à l'époque c'était 250 salariés. Tu fais vite la tournée des chefs de service pour avoir à peu près les priorités. Tu remets un petit coup d'arbitrage à droite à gauche et puis les boulons sont serrés, on va dire. Après, il faut le faire souvent parce que du coup, c'est un business plus dynamique, mais ce n'est pas hyper compliqué à faire. Ici, c'est un peu plus compliqué à faire parce que l'entreprise est plus grosse, tout simplement. Donc, je dirais la profusion, on l'a toujours. Mais par contre, dans les entreprises qui sont un peu plus grosses, c'est vrai que l'agilité est forcément un peu plus difficile, quoi.
Ok. Du coup, ok, d'accord. Donc, même enjeu, mais pas la même organisation, quoi. C'est ça. D'accord. Très clair. Et concernant, du coup, la typologie des projets, donc, on a beaucoup parlé de projets liés à l'amélioration interne, des processus internes, voilà, des collaborateurs. Est-ce que tu travailles aussi sur des projets à destination du client final avec des nouveaux typologies de services Hmm. qui sont en train d'être créés? Ouais, ça c'est des trucs que j'aime bien faire. Je l'ai beaucoup fait dans mon parcours chez Rest Alliance. J'avais même créé une BU qui était rattachée à la DSI avec une équipe dédiée en fait de la DSI qui était dans cette BU qui créait des outils pour les clients en fait, des outils autour de la restauration et de la nutrition parce que c'était la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir. Mhm. Donc c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien faire. Chez Kemwan, on a un projet là qui est en train d'émerger, qui est un vrai projet stratégique qui est de dire en fait, j'assume mon business, c'est-à-dire je vends de la commodité. Ok, est-ce que ma soude, elle est différente de la soude du copain? Non, quoi. Je suis sûr que non, en fait. C'est le mec, le savonnier à qui je vends de la soude qui va le transformer en détergent ou en savon, etc. Bah, il prend de la soude où il veut, quoi. Donc finalement, c'est quoi? Comment on se démarque, nous, par rapport à un client, finalement? Bah, c'est pas sur le produit. Le prix, c'est des commodités, donc c'est un prix marché. Ça se module un peu, mais c'est pas un gros truc. Donc, qu'est-ce qui me reste, en fait, pour le client? Il me reste du service. Donc, quel service je peux amener avec le produit? Et ça, c'est une grosse tendance chez les industriels, c'est qu'en fait, on va servicer le produit. C'est-à-dire, je ne vends plus un produit, je vends un service. Pour la soude, je ne vais pas vendre de la soude à mon client, je vais vendre un silo de soude. Un silo qui est plein, qui est toujours plein. Ou en tout cas, qui a toujours suffisamment de produits pour que le client qui va utiliser ce produit-là, il ait ce qu'il faut au moment où il a besoin de consommer. Ok. Donc là, le gros projet qui est en train d'émerger, c'est de se dire, on va faire ce qu'on appelle de la VMI, ça veut dire Vendor Managed Inventory. Alors en français, on dit GPA. Alors, ce n'est pas gestation pour autrui, hein. C'est la gestion partagée des approvisionnements. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, on partage la gestion des appros, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on se donne la visibilité entre nous, nos capacités de production, et le client, ses besoins pour pouvoir lui-même produire. Et on fait en sorte d'avoir une solution qui va déclencher automatiquement les réapprovisionnements du client pour qu'il n'ait jamais en fait, besoin de se préoccuper de ces appros-là, de ce qui pour lui est une commodité. En fait, c'est exactement comme les dash buttons d'Amazon, en fait. Vous Ouais. savez, quand vous avez la lessive qui est machin, j'appuie sur le bouton à côté. Voilà, bah nous, on fait ça en fait, on détecte les niveaux, on va mettre de l'IoT en fait sur les silos des clients et on va détecter avec des capteurs en fait le taux de remplissage et connaissant la courbe de consommation du client, en fait, on va lisser en fait ces courbes-là et on va proposer en fait des réabros qui prennent en compte en plus nos délais de livraison pour que le client soit jamais en fait à court de produits. Et ça, du coup, c'est porté. En fait, c'est tes équipes, c'est le marketing et toi, c'est le marketing avec un prestat extérieur. Enfin, tu vois, tu passes d'un métier industriel avec une culture industrielle à une servicisation, c'est toi qui l'as dit. Donc, à la création de services, c'est une culture différente, dans des processus différents. Comment vous gérez la création de cette équipe-là et de lui donner aussi de l'air pour qu'elle fasse par rapport à processus, on va dire, industriel déjà présent? Alors la première chose, c'est qu'on cherche des alliés. C'est-à-dire que si moi la DSI, j'y vais tout seul, c'est perdu d'avance, c'est impossible en fait. Donc, il faut des alliés métiers. Ça peut être le commerce, il y a des gens qui sont intéressés par ça. C'est aussi beaucoup, en l'occurrence chez nous, les équipes logistiques, en fait, qui sont hyper intéressées par ce produit-là parce que ça leur donne un rôle, en fait, à elles aussi vachement plus intéressant, en fait, de conseil auprès du client. Voilà. Et donc, en allant chercher des personnes dans les équipes commerciales, des personnes dans les équipes logistiques, puis après, derrière, de l'appui de la direction générale, de remonter tout de suite assez haut sur ces projets-là pour qu'il y ait un appui fort et qu'on sente qu'il y a un élan qui vient du haut, quoi, que même si ce n'est pas le DG qui va faire le projet, qu'il est au courant du truc, il sait pourquoi on le fait, que si jamais il rencontre un client, il peut lui en parler, qu'on fasse exister la demande, en fait. Et à partir de là, derrière, en général, les portes s'ouvrent. Là, j'ai un DG qui est déjà assez largement convaincu, je pense, de la solution. Bon, il y a encore de chiffrage, donc il faudra quand même. Là, c'est un gros projet pour le coup. C'est pas un truc Bien qu'on fait sûr. en 2 minutes. De mettre un silo connecté dans un coin, il y a des enjeux. En plus, c'est des produits qui peuvent être dangereux, donc voilà, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Mais donc, du coup, oui, là, une fois qu'on a un élan, on va dire, qui est donné, c'est beaucoup plus simple d'aller faire exister le projet et d'avoir des équipes qui soient alignées, y compris jusqu'aux équipes commerciales qui vont ensuite derrière pouvoir proposer ce service finalement aux clients parce que en fait, c'est devenu une évidence en interne. Voilà. OK.
Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Le deuxième axe, ça, c'est l'axe interne. Le deuxième axe, c'est les benchmarks, en fait. C'est que font les confrères, en fait. Est-ce qu'ils le font eux aussi? Est-ce que dans d'autres domaines connexes, ils l'ont déjà fait? Est-ce que dans d'autres business que le nôtre, ça fonctionne déjà un peu pareil et c'est pas le même produit, mais ça pourrait être applicable chez nous? Et quels ont été les écueils de l'autre côté et comment ils s'y sont pris pour contourner les problèmes, etc. Donc voilà, entre la piste interne et puis un petit peu de benchmark externe, assez rapidement, quand le projet, on va sentir si le projet a de l'avenir ou pas. Et là, celui-ci, aujourd'hui, je dirais qu'il en a pas mal. Ouais. Et à l'origine, c'est l'entité qui a lancé la réflexion sur ce projet-là, c'est qui? C'est la DSI, c'est la logistique, c'est le mix des deux? C'est c'est un mix de plein de choses. Les gens, ils voient, en fait, tout le monde rencontre des gens, hein. On a tous des rencontres professionnelles, donc au-delà de son cercle strictement utilitaire, on va sur des salons, on allait sur des salons avant le Covid, maintenant ils sont distanciels, mais voilà, et puis on discute avec les confrères, avec les gens à l'extérieur. Donc, les gens ont rencontré, voilà, moi quand je suis arrivé, ils avaient déjà rencontré certains partenaires qui pouvaient peut-être amener ce genre de. Et puis finalement, c'est trop compliqué, ou c'est pas le bon moment, ou il y a autre chose qui est passé devant, ou voilà. Et à un moment, en fait, c'est le plus difficile, je dirais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allumé la mèche plus qu'un autre, je suis pas sûr. C'est juste un moment d'arriver à avoir dans la même pièce quelqu'un qui représente un peu le business, quelqu'un qui représente la partie logistique, quelqu'un qui représente la DSI, et puis on se dit, c'est quand même un truc qu'il faut qu'on s'en occupe, c'est vachement important, en fait, ça, c'est ce qui va nous différencier. Et à partir du moment où on s'est dit ça, il y a un projet qui commence à émerger et ça devient intéressant. Ok. Et ok, non, super intéressant. Et donc, c'est en fait aujourd'hui, c'est une équipe projet pluridisciplinaire qui s'est Oui, montée pour itérer sur cet enjeu-là. clairement, c'est ça. Puis avec chacun qui est vraiment sur ses métiers, donc c'est ça qui est intéressant. Typiquement, le commercial, il va aller regarder dans les contrats, dans les renouvellements de contrats pour l'an prochain pour ses clients, pour commencer à proposer en fait des clauses optionnelles, des annexes en fait qui vont cadrer par exemple ce truc-là. Donc lui, il va être là-dessus. Et puis travailler le client pour quel serait le meilleur moment pour lui, pour travailler, est-ce que ça l'intéresse, par quoi on commencerait, jusqu'où on irait, etc. Donc il va faire un peu de travail de mise en jachère en fait de sa terre qui sera ensuite facilement cultivable en fait pour son client. Côté logistique, on va commencer à regarder en fait le processus, comment il pourrait se passer, ce que ça changerait par rapport au processus actuel, etc. Côté DSI, on va aller chercher les outils, on va commencer à les voir, savoir comment on va pouvoir techniquement amener les capteurs, est-ce qu'il y a des prestataires qui font tout, est-ce qu'il faut composer notre propre solution, etc. Et puis après, des points effectivement complets d'équipe projet qui permettent de synchroniser toutes ces avancées-là. Et sachant qu'en plus, comme c'est un projet où on ne se donne pas une deadline fixe, quoi. On regarde, on voit l'évolution des choses, on voit si ça prend. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des projets pilotés par les deadlines, on en a tellement déjà, celui-ci, on essaie de le faire plutôt en disant, OK, il y a une opportunité, c'est un projet clairement d'opportunité. Eh ben, on va plutôt essayer de faire en sorte que ce soit le bon moment pour que cette opportunité, on la pousse, mais vraiment au moment où toutes les planètes sont alignées. Donc, on prépare tout ça, on se donne un rythme qui est euh, tranquille pour bien faire infuser le truc. Et là, on voit qu'il y a des signaux qui commencent à s'aligner. OK, c'est un truc qui va pousser à l'automne, on sent. Et c'est super parce que du coup, derrière, il n'y a pas cette deadline ou cette pression, mais les trucs vont s'enchaîner naturellement pour arriver jusqu'à un résultat. Ok. Donc, ça émerge parce qu'en fait, vous voyez le marché qui commence à aussi se bouger et à avoir des opportunités. En interne, ça infuse. À un moment donné, plusieurs personnes de plusieurs services, de plusieurs départements commencent à avoir des réflexions qui mûrissent là-dessus. Et donc, du coup, un projet se monte petit à petit là-dessus. Est-ce que les personnes en dehors de la DSI arrivent à se libérer du temps pour créer ce projet-là alors qu'il n'a pas été encore validé? Comment ça se fait au niveau vraiment du Ouais. temps passé? Alors, l'astuce, c'est qu'on embarque dans le projet le fait qu'on règle des contraintes. Ce n'est pas un projet que d'opportunités. En fait, c'est un projet qui doit aussi régler des contraintes. Donc, en fait, l'astuce, c'est vraiment de dire, OK, j'ai telle opportunité, je sens qu'il y a une opportunité qui marche, donc ça, c'est plutôt business. L'équipe logistique, elle s'en fout un peu. En fait, elle s'en fout pas, mais c'est pas son premier moteur d'aller régler, d'aller proposer une nouvelle offre au client, on va dire. Ça, c'est plutôt Bien le, sûr. le problème de l'équipe commerciale. Par contre, si je lui dis que dans ce package-là, on va fiabiliser en fait sa connaissance des stocks déportés dans les dépôts qui, elle, la pénalise au quotidien dans son fonctionnement, en fait, on va lui régler un problème dans le même coup. Donc, on associe en fait des opportunités
et le fait de régler des problèmes dans le même projet. Et là, du coup, en fait, le temps, il se crée, en fait, parce que ça l'intéresse vachement de passer du temps sur un projet qui va lui amener ce bénéfice-là. Donc, pour créer un service pour un client externe, il faut, pour arriver dans tous les cas à ce que ça puisse bien se lancer, etc., il faut d'abord répondre à une problématique interne Ouais. pour que ça rentre avant de dire, regarde, le produit qu'on a créé pour nous, en fait, on va le créer pour les autres. Je vais donner, complètement, c'est exactement ça. Je vais donner un autre exemple, c'est celui où, quand j'étais chez Restalliance, on avait lancé un produit de nutrition qui permettait, parce qu'on travaillait notamment en maison de retraite et en établissement de santé de manière générale. Et donc, dans ces établissements-là, quand tu sers la nourriture, eh bien, le même menu, en fait, il est adapté parce qu'il y a des gens qui ont des régimes, ils peuvent être par exemple diabétiques, ils peuvent être sans sel. Des fois, il y a des textures aussi, ça peut être haché, mixé, mouliné. Il y a des allergies, et ça fait une offre alimentaire. Sur le même menu, en fait, tu déclines ton menu 10, 15 fois différentes en fonction des combinaisons qui existent dans ton établissement. Et ça, derrière, ça veut dire qu'en cuisine, quand tu es en restauration collective, en cuisine, c'est une cuisine sur place en général, mais tu produis en masse. Le problème, c'est que quand tu distribues, c'est individualisé, en fait, parce qu'il faut que chacun il ait son bon régime, Bien sûr. son bon plateau, finalement, de ce qu'il a à manger. Et ça, derrière, c'est une grosse souffrance, c'est-à-dire comment j'arrive à massifier pour la prise de commande, en fait, quelque part, et après à réindividualiser ce qui a été produit en masse dans la cuisine pour refaire les assiettes individuelles. Et ben là, on a amené, sur cette contrainte-là, on a amené un outil qui n'existait pas sur le marché, qui s'appelle Iris, qui existe toujours, qui marche super bien. Et lui, Iris, il va proposer en fait une solution qui règle ce problème-là, et tout en créant pour les équipes commerciales de Restalliance une source de revenus, puisque c'est un outil qui est vendu, qui a un coût, qui n'est pas un outil gratuit, puisqu'il a coûté de l'argent à développer, puis il est entretenu. Et donc, du coup, la BU, en fait, elle va vendre une solution qui ramène de l'argent à l'entreprise, tout en réglant des problèmes aux équipes opérationnelles. Donc, même logique. OK. Donc, toi, si voilà, si tu devais résumer, c'est ça, c'est que pour passer d'une entreprise qui crée du produit qui est industriel à une entreprise qui va créer du service, il faut d'abord créer des services pour ses propres besoins internes pour que les personnes mettent le temps pour ça et donc du coup après de le marketer, d'arriver à le… Si les gens qui ont ce problème-là sont comme nous, alors il y a d'autres gens qui l'ont et on va maintenant aller le pousser là-dessus. OK. Oui, c'est clairement ça. Et si tu veux, ça vient aussi clairement, ça vient d'une posture intrapreneuriale, en fait. C'est-à-dire que le gars qui est à l'extérieur sur le marché, il n'aura pas la même approche. Lui, il va tout de suite voir, c'est quelqu'un souvent, c'est un autre parcours, c'est possible. C'est de dire, OK, j'ai trimballé un petit peu mes valises d'une entreprise à l'autre, je commence à voir un peu un problème que j'ai identifié, je vais amener une solution et je vais créer une solution que je vais vendre sur le marché. Mais cette approche, elle est différente parce qu'en fait, elle te met uniquement sur la partie problème. Elle se fout complètement de l'opportunité business que ça va générer pour son client. Parce que ce qu'elle cherche à faire, cette boîte extérieure, cette start-up, elle va créer finalement quelque chose qui lui rapporte à elle directement de l'argent. Le modèle économique, elle est sur la start-up. Ouais, enfin, la startup pour vendre son service, il faut qu'elle fasse gagner de l'argent à son client aussi. Non, pas forcément. Elle lui règle un problème. Règle un problème. Elle peut lui D'accord. réduire ses charges. Et c'est souvent comme ça que ça marche, parce qu'elle, elle cherche à dégager ça. Et donc, du coup, ça, c'est une autre approche. C'est une approche qui est tout à fait respectable, mais qui est un petit peu différente. Moi, dans mon parcours, j'ai un vrai choix qui est de dire, je préfère être en mode plutôt intrapreneurial, où je vais chercher depuis l'intérieur des choses qui me paraissent faire du sens, mais en le construisant de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je te le dis, je le présente aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire avec ce côté à la fois, j'ai cherché l'opportunité business pour la boîte, mais en même temps régler des problèmes, parce que moi, j'ai cette perspective, cette vision-là à l'intérieur de l'entreprise. Et probablement quelqu'un qui est à l'extérieur développerait peut-être des produits ou des offres similaires, mais de façon complètement différente, parce que le point de vue n'est pas le même. OK. Et, aujourd'hui, du coup, là, tu nous as parlé d'un service, là, c'est le second que tu fais. C'est les deux grands services que tu es en train, enfin, le premier service, c'est le premier que tu as fait, et ça, c'est le second, ou tu en avais fait d'autres aussi? On en a fait d'autres. Quand j'étais chez Restalliance, j'ai pas tous les cités, on en a fait pas mal en fait. C'était toujours autour de l'offre alimentaire, comment on optimise l'offre alimentaire dans les différents segments de marché. Euh, chez Comap, dont je viens juste avant, là, qui est une autre entreprise industrielle, on avait fait l'acquisition d'une start-up qui vendait du thermostat connecté, donc qui s'appelle Kivivo, qui a été intégré à Comap il y a maintenant 3 ans. Mhm. Là, c'est un petit peu différent parce que là, le produit existait déjà. Le challenge était un petit peu différent. On reprenait une startup, il fallait garder en fait
l'esprit et le dynamisme en fait, de ces startups et de ce qu'elle avait développé, tout en réussissant à intégrer en fait, son produit dans les gammes et les offres de services en fait, de l'entreprise qui était nous, qui était l'acquéreur. Donc ça, c'était un autre challenge. C'est un petit peu différent, mais c'est pareil sur un mode entrepreneurial. L'idée, c'est de dire, OK, je t'enlève dans ta startup tout ce qui te pose problème, tout ce qui sont les process administratifs, etc. Je te l'enlève parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qui t'intéresse. Puis en général, ça les fait suer plus qu'autre chose, en fait, de gérer des notes de frais, des congés, des comptes, enfin des trucs qui sont pénibles comme ça. Et donc, tu l'intègres à l'entreprise. Et après, il y a un autre travail qui va être de comprendre en fait les clients de cette startup finalement et d'établir des convergences en fait avec qui sont possibles et quels sont dans les segments de marché de cette startup ceux qui correspondent le mieux finalement à celle de l'entreprise acquérante. Par exemple, on avait identifié pour ce thermostat connecté que le segment de marché qui correspondait le mieux, c'était les bailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que les bailleurs sociaux, ils sont sur des gros programmes de renouvellement de l'habitat. Et donc, c'est à ces moments-là qu'ils se posent des questions d'économie d'énergie qui peuvent nécessiter de mettre un thermostat connecté. Et nous, il se trouve que c'est des gens qu'on s'est adressés, côté Comap, à ce moment-là, on s'est dit, ah ouais, c'est des gens qu'on connaît déjà, on en a déjà un peu le contact avec eux, et on peut les adresser au travers d'une association avec un installateur un peu, qui sait faire du volume, pour faire en sorte que nous, producteurs, fabricants de l'objet connecté, et de l'autre côté, l'installateur, qu'on arrive à produire à deux une offre de service qui va être en mode un peu industriel. Et donc, c'est là où on arrive à faire le scale-up en fait, de la startup et de lui arriver à la faire monter en volume pour pouvoir commencer à avoir des contrats qui sont plutôt de l'ordre de l'entreprise industrielle que ceux de la startup naissante. OK. Et est-ce que tu penses que ça, c'est un triptyque DSI, Market, DG ou aujourd'hui, c'était plutôt Market, DSI? En fait, en gros, c'est quoi l'engagement que tu as vu des équipes direction générale pour que ça fonctionne, quoi? Là, c'était vraiment c'était un engagement très fort puisque le DG avait lui-même participé, on va dire, à l'acquisition de très près. Enfin, c'est quelque chose qui suivait, qui pour lui était stratégique. Donc, il y avait un engagement très, très fort du DG sur le dossier. Par contre, il y avait aussi un engagement très, très fort du marketing. Et là, je pense ça retombe sur un autre sujet pour le DSI, c'est que je pense que la guéguerre qu'on voit souvent DSI marketing, il faut trouver une façon de l'éviter parce qu'elle n'est pas du tout productive. Et je la comprends pas en plus, parce qu'en fait, souvent, l'intérêt du DSI et du marketing, ils sont communs, c'est de faire des projets sympas en fait. Et s'ils bossent tous les deux, il y a toutes les chances, ils ont des compétences qui sont complètement complémentaires. Et je pense que le mieux, c'est d'arriver à faire un pas vers l'autre pour faire exister des projets en commun, quoi. Et chez Comap, ça s'est hyper bien passé avec Laurent, qui était le directeur marketing à l'époque. Et ce projet-là, il a été fait complètement en partenariat avec le marketing et même d'ailleurs aussi les équipes R&D de Comap. Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à se rapprocher de ces équipes-là. Je parle vraiment du marketing parce qu'on sait qu'il y a ce côté un peu guéguerre, encore une fois, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à dégager de ces échanges-là avec le marketing. Et en général, si on fait un pas vers l'autre, il y a moyen de s'entendre. Le marketing, ils ont compris que la data était vraiment l'or de demain pour eux, ils le savent. Et donc, ils savent que les projets, ils ne pourront pas les faire tout seuls. Ils ont compris aussi que quand ils bossent tout seuls avec une boîte extérieure, ça leur coûte vachement cher et qu'en plus, ils peuvent rater des trucs. Et que si par contre, ils trouvent un technicien en interne qui est beaucoup plus réactif et qui va coûter beaucoup moins cher parce qu'il a des coûts internes, eh ben, ils peuvent faire des choses sympas. Et donc, du coup, je pense qu'on est à un moment, on peut arriver à un âge de maturité où chacun, le DSI va causer un peu plus marketing, la marketing va causer un peu plus technique, et normalement, ça va bien cranter et faire quelque chose qui prend, quoi, la sauce qui Et prend. est-ce que ça, c'est parce que, tu vois, là, tu parlais de techniciens ou d'équipe en fait, de la DSI. Pourquoi tu ne mets pas deux devs à toi dans l'équipe marketing à temps plein? Ça peut exister. Ça peut exister. À l'OL, c'est ce qui avait fini par se faire. C'était un peu après mon départ, mais qui avait suivi de près. À un moment, quand l'équipe marketing a des besoins qui deviennent hyper récurrents, etc., ça peut tout à fait se faire. Et à ce moment-là, les projets sont en immersion, ils sont même sur le même plateau, Ouais, voilà, ouais. ils partagent complètement l'espace et du coup le temps qui passe ensemble. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Après, la question, c'est toujours une question de moyens. C'est-à-dire, il faut quand même arriver à avoir un business plan qui prévoit les compétences.
souvent, ce qu'on arrive à avoir dans l'intrapreneuriat, c'est qu'on a des équipes qui sont quand même pas dédiées complètement à ça d'un point de vue technique. Donc, il faut jongler entre d'autres projets. Parce que c'est ce qui fait que le BP, il tient, quoi. C'est que j'ai pas des charges de fou, en fait, avec des mecs Ouais, dédiés sur des plateaux. bien sûr. Donc, c'est les limites, en fait, du mode entrepreneurial. Après, c'est aussi intéressant parce que ce mode-là, il permet quand même des fois de booster aussi les équipes. Et à ce moment-là, en fait, au début, je commence tout doucement, puis progressivement, je commence à montrer que j'ai des résultats et que j'obtiens des trucs. Et là, en fait, le poste arrive et là, je peux faire de l'immersion, etc. OK. Et tu parlais aussi le fait que le marketing, il préfère passer par les sociétés externes que par l'interne. Est-ce que tu penses que c'est que ça ou est-ce que enfin, la source de la tension ou Ah est-ce non, que non, c'est on l'a créé, hein, le côté DSI. Enfin, pendant longtemps, on a eu des projets avec une vision lente et lourde. Je caricature un poil parce qu'on a toujours essayé de faire le mieux qu'on pouvait, mais c'est vrai que quand on a des projets qui ne sont pas réactifs, et à l'OL, ça pouvait être le cas, souvent, on avait des projets où il fallait du temps en fait, pour construire les choses, avec finalement assez peu de moyens. Et qu'en face, le besoin, il est de l'ordre de 15 jours, donc avec un rythme qui est hyper rapide. Il y a un moment où le marketing va chercher des solutions ailleurs parce qu'il voit qu'on n'est pas assez réactif. C'est juste évident, en fait. Donc, c'est là où il faut savoir faire, ça rejoint le début de la discussion, de ce qu'on disait, où il faut savoir, je pense qu'il ne faut pas renoncer aux projets d'infrastructure structurelle, en fait, les projets qui définissent le gros truc, ces grands projets, mais il ne faut pas avoir que ça, quoi. Et donc, du coup, si on montre au marketing qu'on peut avoir aussi quelques quick wins, où on est plus rapide, plus agile, eh ben, il va avoir tendance lui-même à mettre un peu d'eau dans son vin et dire, OK, je peux aller vite sur tel et tel sujet. Et du coup, il faut que je donne un peu plus de temps à la DSI sur tel autre parce que j'ai compris qu'il y avait besoin que ce soit un peu plus structuré comme approche. Et là, c'est du gagnant-gagnant. et OK. Donc toi, tu le vois comme en fait, ça a été bon pour X raisons, la DSI n'avait pas la temporalité de réponse. Il y a de plus en plus de solutions externes qui sont montées et où les marketeurs ont pu aller tester des solutions X ou Y. Et en fait, maintenant, c'est un changement du rôle où en gros, tu vas pas forcément venir concurrencer les solutions du marché, mais plutôt donner des possibilités au marketing de mieux interconnecter les données, de C'est souvent ça, en fait. Le rattrapage qu'on fait, en fait, c'est pas de remettre en cause la solution qui a été trouvée par le marketing, même si au début, la DSI n'était pas dans la boucle. C'est plutôt de dire, OK, tu as mis telle solution en place. En fait, le marketing va se rendre compte qu'il y a un problème, c'est que ça ne communique pas avec le référentiel qui est dans le ERP ou je sais pas quoi, enfin, un truc bien classique sûr. de ce style-là. Et là, du coup, il va venir voir. Alors, à ce moment-là, le DSI qui est un peu rancunier, il va dire, bah tiens, je te l'avais dit, je te l'avais bien dit. Bon, je pense que c'est pas hyper constructif. Et l'autre solution, c'est plutôt de dire ah bah ok, bah du coup, on va construire ensemble le truc. Bah, tu vois, c'est un petit peu la difficulté de ce mode-là. Bah, ce que je te propose, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Cette interface-là, il faut la monter bien. Attention, tu as vu, il y a une règle de gestion qui sait qu'à priorité sur tel ou tel truc, etc. Donc, on va lui montrer de la complexité. Et puis, on essaie de refaire. Et au bout d'un moment, quand le truc il est interfacé, en fait, finalement, je dirais que c'est gagné parce que tout le monde y a retrouvé son compte. Donc, le rattrapage, il peut se faire même très bien après. Il y a pas de fatalité. Et puis même, je dirais que si on retourne un peu le truc, eh ben, les équipes marketing peuvent devenir un peu les bêta-testeurs de ces solutions marché pour la DSI. La DSI n'aurait jamais le temps en fait de faire tout ça. Le marketing, lui, va être plus réactif, il a une vision très dynamique avec une proximité client qui est plus forte, donc il va vouloir être hyper punchy sur ses idées. Eh ben, qui teste? C'est génial en fait, c'est une bonne nouvelle quoi. Et, Toi, tu et- pourrais pas, de toute façon, vous pourrez pas tester au niveau métier, vous. Donc, dans tous les cas, ils auraient dû tester après. Exactement. Donc, nous, on ne peut pas tout voir déjà. Alors, même quand on a quelques connaissances métiers, on ne va pas en avoir autant que le marketing et surtout qu'un certain nombre de personnes au marketing qui auront des points de vue différents sur le truc. Donc, je dirais, banco, quoi. Qui fasse ce truc-là, c'est l'expérimentation et en fait, c'est juste une bonne nouvelle. OK. Et sur la partie, si on revient sur la partie création de services, est-ce que tu penses que ça peut pas être un point aussi de ralliement de style la DSI voit des pains internes en continu. Ces pains-là sont des pains liés à une typologie de personnes dans une entreprise. Toi, tu vois le fait que tu peux y répondre en créant un service en interne et qui répond à un problème interne. Et en fait, tu vois aussi, enfin, tu présupposes que ce problème-là existe en interne et en fait, de rapprocher le marketing en allant le chercher. Donc, toi, en disant, écoutez, il y a ce problème-là. Quand j'en ai parlé avec l'ensemble des personnes de métier, il semblerait que ce problème-là, toute l'industrie là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un process, enfin, un service ensemble là-dessus? Moi, je le travaille sur le produit interne et tu as d'arriver à avoir ce lien-là qui fait que ça vient de la DSI à la base parce que les métiers avec ce problème-là. Ouais, ça, c'est un truc hyper important, ce que tu dis là. Et alors là, je partage, mais à 2000%.
En fait, la DSI, on a un truc que pas beaucoup de directions dans l'entreprise ont, c'est qu'on est hyper transversaux. Hyper transversaux. Ce qui fait qu'on voit tous les métiers. C'est ce qui rend le truc super intéressant. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs probablement qu'un DSI peut passer d'un job à l'autre avec un métier très différent. Parce qu'en fait, au final, on a appris à s'adapter à ces différents métiers. Et du coup, de ce fait d'avoir cette interface finalement avec les différents métiers, on voit en fait l'opportunité de l'un, le pain point de l'autre, et on rapproche les deux. Et en fait, les deux, comme ils ne parlent pas de la même chose, ils auraient peut-être jamais pensé, ils se voient hein, les autres, hein, c'est pas qu'ils se voient pas, mais ils auraient peut-être jamais pensé à s'en parler ensemble, ou bien ils l'ont pas mis sur le même plan, ils n'ont pas vu le truc qui pouvait clipser l'un avec l'autre en fait. Et là, le DSI a vraiment un rôle, probablement, enfin la DSI, puisque c'est pas le DSI tout seul, la DSI avec ses équipes a vraiment un rôle probablement hyper clé là-dessus, qui est d'arriver à détecter justement ces trucs-là, à les rapprocher, à dire mais tu sais, ça en fait, on peut s'embarquer tous ensemble dans la même aventure et on va prendre tes deux trucs-là et en fait, c'est le même projet. Et ça, je pense qu'on a une posture, nous, qu'on peut avoir dans les entreprises et que finalement pas tant de directions peuvent avoir. Et ça peut être un élément comment dire, clé dans l'évolution du positionnement de la DSI par rapport au business de l'entreprise. C'est moi, parce qu'on le voit par exemple dans pas mal de boîtes tech où des side projects de boîtes tech sont devenus des vrais gros produits. Un Gmail, etc. Et donc, du coup, ça vient de besoins tech, enfin, pas de besoins tech, de besoins métiers, mais que les tech voient, font un peu pour répondre. Et à un moment donné, ils ont une ouverture d'esprit de le rallier au marketing, aux gens qui ont une mise en marché. Et en fait, on dit, attends, c'est super intéressant, on pourrait en créer un produit, allons-y. Et si cette position de DSI qui devient la DSI, l'équipe DSI, devient vraiment partenaire des métiers pour leur apporter de la valeur en termes de service, et qu'en plus de ça, la DSI arrive à rattacher le marketing sur les initiatives qui semblent les plus prometteuses pour en créer des services, alors on est vraiment sur la DSI qui aussi transforme l'entreprise en elle-même, puisqu'elle lui permet de changer son modèle économique en partant en fait d'une posture différente, que ce soit par rapport au métier ou par rapport au market. Complètement, enfin, c'est exactement ça. Et en plus, ça rend accessoirement le boulot de la DSI vachement plus intéressant. C'est-à-dire que si je reprends le côté purement égoïste des gens côté DSI, c'est qu'au lieu d'être en train de traiter des problèmes ou des grands projets qui finissent pas toute la journée, ils vont être en train de traiter soit des grands projets, parce que ça va être des grands projets souvent quand même, mais des grands projets qui sont partagés par toute l'entreprise sur lesquels il n'y a pas besoin de bouger les gens, parce que les gens ils bougent tout seuls, vu que tout le monde a la même priorité en fait. Donc c'est génial et peut-être un peu moins de problèmes du quotidien, ou en tout cas ces problèmes ils seront un peu plus relativisés du fait qu'il y a ce super projet que tout le monde partage à côté, quoi. Donc, je dirais, à titre strictement personnel, j'incite le maximum de personnes à se poser ce type de questions dans les entreprises parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Et puis, ça donne une audience dans l'entreprise aussi qui est difficile à atteindre autrement, quoi, hein. Ok, très clair. Bon, super. Bah, écoute, je pense on a fait un bon tour. Merci pour tout, Maxime. C'était super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler un petit peu? Alors, écoute, non, on a fait un tour sur plein de choses. Après, il y a, des sujets, il y en a sans fin, on va dire, sur plein de choses, mais non, non, peut-être juste un tout petit mot sur la DIRA où je suis, Ouais, bien sûr. où je participe. La DIRA, c'est un réseau de gens qui font le numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes Ouais. et qui est un réseau qui me nourrit vachement dans la réflexion. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis tout à fait convaincu que si je m'éclate dans le job que je fais en tant que DSI, c'est parce que je suis alimenté par ce type de réseau. Mhm. Parce que tu peux te rapprocher de tes pairs, alors que souvent entre DSI, bah, si tu fais pas ça, tu les vois pas en fait tes copains, hein, tu Bien vois, sûr. voilà. Parce que tu rencontres des nouveaux partenaires potentiellement qui vont t'aider à faire des solutions, parce que tu sors de ton entreprise et que tu vois d'autres contextes, tout simplement. Parce que tu peux faire des visites à des endroits, et tu vois des choses différentes. Et ce type de réseau, eh ben, je pense que ça a vachement de valeur et que dans toutes les régions, souvent, il y en a. Alors, ils sont plus ou moins dynamiques. Nous, c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir une Yadira qui est hyper dynamique, mais on trouve souvent quand même ces réseaux-là et je pense que ça, c'est un truc que j'encourage tout le monde à rentrer dans ce type de réseau. Ça crée énormément de valeur. Ok. Et du coup, pour information, il y a combien de personnes dedans?
vous voyez sous quelle fréquence? C'est quoi le sujet de Alors prédilection? on a plein de formats différents. On a à peu près 500 entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est un très gros réseau. Ça, c'est des entreprises, des contacts, actifs chaque année, c'est quoi? C'est 1 300, 1 400, contacts différents qui vont interagir à un moment ou à un autre de façon, alors il y en a qui sont très réguliers, d'autres c'est un peu moins. On a des clubs différents qui sont thématiques. On a un club de DSI, on a un club de RSSI, puis on a aussi un club sur l'IoT, on a un club sur l'urbanisme DSI, on a un club sur, etc., sur les achats IT, sur le juridique, sur plein de trucs. Ok. Et puis, on a aussi des événements qui permettent de rassembler des gens de différents horizons, pas forcément sur un thème de fond, mais plutôt sur un truc un peu ponctuel. À un moment, on va aller à fond sur ce thème-là et puis étudier avec des regards complémentaires ce thème. Donc, avec tout ça, ouais, les clubs, souvent, c'est des visites, on se voit mensuellement. Et puis, les événements, ça dépend un petit peu. C'est selon le calendrier. Il peut y en avoir 10, 15 par an à peu près. Donc ça fait des rencontres, si on veut tout faire, c'est sûr que ça fait très fréquent. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est très thématisé, eh ben, chacun prend un petit peu ce qu'il veut prendre, ce qu'il veut amener finalement dans cet assaut. Ok, très clair. Ouais, super Maxime, c'était super concret. Merci pour tout. Top. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!